Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine et la semaine prochaine, nous allons nous intéresser à l'agilité. Mot à la mode. Donc des neuromachins étaient à la mode il y a quelques années ou quelques mois, et puis maintenant on parle beaucoup d'agilité. Je me disais que ça valait peut-être la peine de vous éclairer sur quelques notions, quelques idées d'agilité pour voir si ça peut vous convenir à vous, vos organisations ou vos équipes. Cette semaine, on va se baser sur un article de blog que j'ai écrit il y a quelques mois, et puis la semaine prochaine, on va se baser sur un article de McKinsey qui décrit plutôt l'organisation agile, et puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi en termes de leadership et en termes personnels pour être plus agile. Donc cette semaine, on va commencer avec une fable, une petite histoire. Vous êtes prête? Vous avez votre petit drink, vous êtes bien assis quelque part. Bon, si vous êtes sur la route, regardez quand même devant vous. Et on démarre. Une fable. Il était une fois des informaticiens qui travaillaient pour un employeur. Mais oui, vous savez, les gars du fond du couloir, habillés bizarrement, qui disent pas bonjour. C'est bon, vous les avez? Ok. Un jour, leur employeur décréta qu'il voulait, entre guillemets, gagner en productivité en, entre guillemets, automatisant certaines tâches. Il avait lu ça dans un magazine chez le dentiste et trouvait que cela sonnait très bien. Les informaticiens se mirent donc au travail, d'abord, afin de savoir ce qu'ils devaient programmer, c'est comme ça qu'on appelle leur art kabbalistique, ils écrirent un gros livre, très détaillé, avec moult listes et schémas. Les spécifications. Par exemple, si la comptabilité voulait automatiser le suivi du paiement des clients, alors les informaticiens organisaient des réunions, des séances, des ateliers, des déjeuners, des repas, des apéros, bref, toute forme d'occasion pendant laquelle ils pourraient parler avec des gens, nommés utilisateurs, qui ne voulaient pas leur parler. « J'ai du boulot, moi », s'entendait-il dire souvent. Ce processus, pour écrire les spécifications, pouvait durer des semaines, voire des mois, parce que les utilisateurs ne savaient en général pas décrire précisément comment ils travaillent. « Je fais juste mon boulot, moi ». Les informaticiens finissaient donc souvent par créer les spécifications de toutes pièces. C'était beaucoup plus simple. Une fois les spécifications écrites, ils s'isolèrent dans leurs antres et se mirent à invoquer des forces maléfiques pour créer ex nihilo un programme. C'est l'outil que la comptabilité allait utiliser pour effectuer le dit suivi. Ce processus-là prenait aussi beaucoup de temps, parce que les forces maléfiques, étant maléfiques, ne faisaient pas toujours ce que voulaient les informaticiens. L'outil créé, il fallut le tester et apprendre aux utilisateurs du programme à l'utiliser. Ce ne fut pas simple, parce que ceux-ci avaient souvent, entre guillemets, autre chose à faire, j'ai du boulot, moi. Cette phase prit aussi beaucoup de temps et d'énergie. Les informaticiens assaillirent les utilisateurs de demandes de réunion, de séances et de working lunch. Qu'est-ce qu'un working lunch? C'est un piège à utilisateurs qui consiste à promettre de la nourriture en échange d'une attention plus ou moins soutenue. De guerre lasse, les utilisateurs firent semblant de tester l'outil et de suivre les formations longues et ennuyeuses des informaticiens. Ceux-ci purent alors créer victoire. Le programme était entré en production. Ils allaient enfin pouvoir passer à autre chose. Ou pas. Les utilisateurs se mirent immédiatement à se plaindre. L'outil n'était pas user-friendly, une sorte de concept indéfini permettant à un utilisateur de justifier de son refus d'utiliser l'outil sans autre forme d'explication. L'outil ne faisait pas exactement ce que leur précédent outil, appelé papier-stylo, faisait déjà et en plus n'était plus adapté à notre façon de travailler et aux contraintes du marché. Les utilisateurs firent remarquer aux informaticiens qu'entre le début et la fin de l'histoire, il s'était écoulé 24 mois et que même un éléphant mettait bas en moins de temps. Ils refusèrent donc d'utiliser l'outil et allèrent chez MediaMarkt en acheter un plus joli. Fin de l'histoire. Bon, j'espère que vous aurez au moins eu un sourire. Moi en tout cas, je me suis bien marré quand je l'ai écrite. Quelle est la morale de cette histoire? Bien, vous voyez que cette fable comporte certaines leçons intéressantes du point de vue de la rigidité du processus de création de l'outil. 4 phases chronologiques distinctes décrivent le processus. Spécification, développement, test, mise en production.
Il s'applique d'ailleurs à tous les domaines pour lesquels un changement doit être concrétisé. Mise en place d'une procédure, implémentation d'un nouveau processus, etc. De plus, ça semble parfaitement logique. Il faut réfléchir avant de mettre du temps dans la construction de quelque chose, il faut tester avant de mettre dans le flux productif afin de minimiser les risques. Ce modèle en cascade, qu'on appelle Waterfall Model en anglais, donc le modèle en chute d'eau, semble donc sorti du manuel du bon sens. Pourquoi ne fonctionne-t-il pas ? L'histoire ci-dessus nous met sur la voie. Premièrement, le temps de livraison de l'outil est beaucoup trop long, et c'est pas un effet de la fable. Certains projets prennent bien plus de temps et peuvent même finir par être annulés. Deuxième indice, la durée de chaque phase est trop longue, surtout pour des utilisateurs devant jongler entre leur travail quotidien, ces nouvelles tâches, et de plus ce sont souvent les utilisateurs les plus productifs qui participent à ces projets, ce qui impacte souvent négativement l'activité de l'organisation. Pendant qu'ils sont dans un workshop en train de dire comment ils travaillent, ils sont pas en train de travailler. Troisième indice, il est très difficile pour les utilisateurs de réfléchir en termes de processus parce qu'ils n'en voient souvent qu'une petite partie, leur tâche. Si l'informaticien voit le salami, l'utilisateur n'en voit qu'une tranche. Quatrième indice, les utilisateurs ont de la peine à imaginer leur nouveau fonctionnement et se rattachent donc systématiquement à l'ancien. Alors, la fable et ce que je viens de dire, ça existe en entreprise, en organisation, vous le savez, depuis très très longtemps, depuis qu'on a commencé à peu près à programmer des logiciels, mais aussi depuis qu'on a commencé à faire du processus et des choses comme ça. Et donc, au début du nouveau millénaire, des développeurs de logiciels se sont mis à réfléchir à une manière de livrer leurs prestations, leurs services, leurs logiciels beaucoup plus rapidement, avec une meilleure qualité et une plus grande satisfaction des clients internes comme externes, en prenant en compte les facteurs identifiés dans la fable. Ils sont arrivés aux conclusions suivantes: le processus en cascade est beaucoup trop rigide, correspond pas à la demande, et puis il met beaucoup trop de barrières entre prestataires, informaticiens d'un côté, et bénéficiaires, utilisateurs entre autres, de l'autre. Ils ont donc indépendamment les uns des autres créé des pratiques, des méthodes et des philosophies du développement logiciel qu'on regroupe aujourd'hui sous la bannière de l'agile. Même s'il y a beaucoup de méthodes différentes, il y a une promesse agile qui est la suivante. Sa promesse, c'est une collaboration retrouvée entre prestataires et bénéficiaires, et puis une adaptabilité de la collaboration en fonction des contraintes vécues par le team qui essaie de mettre le logiciel ou le processus en place. Le manifeste Agile, dont je donnerai quelques éléments tout de suite, se trouve sur Internet. Vous tapez Agile Manifesto. Il y a même un lien dans l'article du blog que je mettrai dans les notes du podcast. Alors, cette promesse se concrétise en un ensemble de principes et de pratiques. Et moi, ce que j'aimerais faire dans cet épisode, c'est surtout de vous parler des pratiques. Et puis dans l'épisode prochain, on parlera un peu plus d'organisation et de leadership. Alors, quels sont les principes de l'agile ? Il y en a 4, mais je vous en ai retenu 3 qui, pour moi, sont les plus importants. 1. Les personnes et leurs relations comptent plus que les processus et les outils. Alors, on me dirait, tout ça, c'est gentil, mais ça vient d'où ? Pourquoi ? Comment ? Alors, c'est une discussion qui est beaucoup plus large, mais en fait, si vous imaginez ce qu'est un processus et un outil, vous voyez qu'il y a un présupposé presque philosophique derrière, qui est l'entreprise est une mécanique, une machine avec des rouages, et donc il faut définir les choses très précisément, de manière très rigide finalement, et il faut mettre en place des outils, et c'est ça qui va faire que l'entreprise fonctionne. Alors c'est une vue de l'entreprise, mais il y en a une autre dont on a déjà parlé dans ce podcast, donc ça ce serait la vue mécaniste, et l'autre vue c'est une vue un peu plus organique, un peu plus biologique, dans laquelle les gens et leurs relations ont plus d'importance que les processus et les outils. Donc vous voyez que pour devenir agile, eh bien il faut peut-être prendre plus en compte notre nature volatile, et les réalités de l'environnement dans lequel on travaille, plutôt que cette espèce de raison hypertrophie dans laquelle le processus compte plus que tout le reste. Deuxième principe de l'agile, la collaboration compte plus que le marchandage contractuel. Oui, parce que si on fait du client-fournisseur en interne, et puis que y a des gens qui écrivent des contrats en interne, et qui signent des contrats avec pénalité en interne, ce qui est complètement ridicule, parce que le contrat a un sens dans la mesure où le client peut choisir son fournisseur et le fournisseur peut choisir son client. Mais souvent en entreprise, on peut pas. Vous avez un service informatique, vous avez un service RH, vous avez un service des méthodes, vous n'avez pas 40 choix et puis on peut faire des appels d'offres. Donc, la relation, le paradigme client-fournisseur n'est absolument pas un bon paradigme pour le fonctionnement collaboratif interne. Donc, deuxième principe agile, la collaboration compte plus que le marchandage contractuel. Troisième principe, l'adaptation au changement compte plus que le plan initial.
Alors oui, on a fait un plan initial, oui, on a fait des specs, mais bon, si dans 3 mois ça change, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il peut y avoir qu'une seule équipe dans ce genre de projet. Il n'y a pas d'un côté les clients, puis de l'autre côté les prestataires, les gens qui mettent en place. C'est l'union des prestataires et des bénéficiaires qui fait l'équipe. Deuxième conséquence concrète, à choisir, il faut passer plus de temps en team building qu'en définition de processus. Le fonctionnement de l'équipe dans la mise en place, mais dans la collaboration, vaut en tout cas autant que le processus lui-même. Troisième conséquence, en cas de choix d'investissement à faire, privilégie la formation des collaborateurs plutôt que l'achat d'outils de gestion. On peut mettre l'outil de gestion une fois que les collaborateurs fonctionnent déjà d'une autre manière. Vous essayez de mettre l'outil d'abord puis le fonctionnement après, comme vous le savez, c'est très compliqué. Quatrième conséquence, si ça se passe mal, il faut recourir à la médiation plutôt qu'à la machine légale. Cinquième conséquence, en cas d'achat de prestations à l'extérieur de l'organisation, favoriser la discussion et l'entre-gens plutôt que les conditions contractuelles, prix y compris. Sixième conséquence, quand le changement interviendra, le prendre comme une opportunité plutôt que comme une menace, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Et puis, dernière conséquence, passer plus de temps à mesurer ce qui se passe qu'à établir un plan détaillé. Vous voyez que on retrouve cette idée d'agilité dans le sens de on fait un plan, certes, mais on va mesurer, et c'est ce que nous mesurons qui va nous donner des informations sur ce qu'on doit faire maintenant. Plutôt que de se tenir à un plan, le plan est déjà dépassé. Donc on voit apparaître cette idée d'agilité dans le sens, cette idée d'adaptabilité au réel, plutôt que de se fixer sur quelque chose qu'on a décidé une fois. Alors quelles sont les pratiques? Il y en a beaucoup, les pratiques agiles sont multiples, il y a de nombreux bouquins. C'est plus un mouvement, l'agile, que vraiment une méthode, et d'ailleurs elle continue d'évoluer. En parenthèse, ce serait rigolo d'avoir une méthode agile qui est tenue par une minorité de personnes qui définissent précisément les règles, ce serait assez ironique. Donc c'est pas le cas, donc ça évolue. Je vais vous parler brièvement de 4 pratiques de l'agile. Le planning poker, le sprint, le daily meeting et la rétrospective. Ce qui est très important, c'est que ces pratiques sont ritualisées, vous voyez qu'on retrouve l'aspect humain. Heure fixe, objet symbolique, mots-clés. Ces rituels aident à l'intégration de votre culture agile dans la culture de l'organisation. Alors le planning poker, c'est quoi? Alors, même en agile, on planifie. D'abord, il faut mesurer la vitesse à laquelle l'équipe produit ce qu'elle produit. Par exemple, le nombre de pièces fabriquées par heure, le nombre de livres faits par heure, le nombre de fonctionnalités ajoutées au logiciel par semaine, etc. etc. Donc il faut mesurer la vitesse avec laquelle l'équipe fonctionne pour pouvoir déterminer son efficience. Puis ensuite, il faut aussi planifier pour coordonner les efforts entre les différents membres de l'équipe. Donc planifier est utile. Mais comment est-ce qu'on planifie? Alors on planifie avec le planning poker. C'est un processus collaboratif. 1. L'ensemble des tâches à faire, on appellerait ça un sprint, ça vient tout de suite, est présenté. L'ensemble des tâches de la période à venir est présenté. 2. Chaque tâche est expliquée ou définie par la personne qui en a la charge. 3. Les membres de l'équipe qui devront effectuer le travail sur la personne à venir choisissent individuellement une carte dans le jeu, c'est pour ça qu'on appelle ça du planning poker. En gros, ils choisissent une évaluation de la tâche en question en termes d'effort. Ça prend 1 heure, ça prend 2 minutes, ça prend 80 heures. Une fois que chaque membre de l'équipe a fait ce choix, individuellement, alors tous les membres de l'équipe posent leur carte en même temps sur la table. Ça veut dire qu'en même temps, on peut l'écrire sur une feuille de papier, on pose notre évaluation. Et qu'est-ce qui va se passer? On compare. Et on regarde. Et on prend la valeur la plus petite et on organise un débat avec la personne qui a mis la valeur la plus élevée. Et donc, chacun explique sa raison. Une fois que chacun a expliqué sa raison, pour avoir une toute petite évaluation, une grosse évaluation, on revote. D'accord? Donc on rechoisit une carte, on rechoisit une évaluation et on revote. Et on fait ça jusqu'à ce que on ait un consensus qui soit trouvé. Pourquoi on fait ça? Pour que tous les membres de l'équipe puissent être d'accord avec l'évaluation. Alors ça prend du temps, mais une fois que l'évaluation est faite, tout le monde est d'accord, on peut se mettre au travail. Ça, c'est le planning poker. Alors le sprint, c'est très simple, c'est une période d'activité ininterrompue par les changements de planning. C'est tout. Donc c'est un moment dans lequel l'équipe fonctionne sans être interrompue, sans être reprogrammée, sans être replanifiée.
Alors, dans le développement logiciel, c'est entre 2 et 4 semaines, mais vous pouvez adapter la durée à comme vous voulez. Ça peut être 2 jours, ça peut être, etc. Hein. Un sprint commence toujours par un planning poker et se termine par une rétrospective. On verra tout de suite. Mais avant la rétrospective, on va brièvement parler du daily meeting. Le daily meeting, c'est tous les matins, l'équipe qui va travailler ensemble, sur le projet, etc., se met en place, se réunit pendant 15 minutes. Toute l'équipe, tous les matins, 15 minutes. Chaque membre de l'équipe répond aux 3 questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quels sont les obstacles que je rencontre? Les obstacles sont notés et traités par les personnes responsables. Dans le Scrum, qui est une méthode agile, c'est le Scrum Master qui s'occupe d'enlever les obstacles. Pourquoi? Parce que vous imaginez que votre équipe, en fait, c'est une équipe de cyclisme, et il faut quelqu'un qui puisse enlever la neige sur la route. Donc le Scrum Master, c'est le chasse-neige, et puis derrière, on a une équipe hyper efficace, hyper productive, qui travaille avec le moins d'obstacles possible. Vous voyez que le daily meeting répond à 2 objectifs. 1, identifier l'avancement des tâches du sprint, pour voir où est-ce qu'on en est, et 2, identifier les points bloquants, qu'ils soient techniques ou humains. Ça, c'est le daily meeting. 4e pratique, la rétrospective. À la fin du sprint, l'équipe se retrouve et effectue cette rétrospective. L'objectif, c'est de déterminer qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. C'est une forme de débriefing qu'on a vu dans un autre épisode. L'idée, c'est pas la chasse aux sorcières. L'idée, c'est de trouver des nouveaux fonctionnements, des nouveaux comportements qui permettent d'aller mieux. On ne parle pas de défauts ou de personnes. On parle de comportement et d'amélioration de fonctionnement. Donc c'est souvent un moment de détente, de plaisir pour l'équipe. C'est également l'occasion de remercier les personnes et de célébrer les succès. Donc vous voyez qu'on fait plusieurs choses en même temps. Vous voyez que finalement, autour de ce sprint de 2 jours ou de 2 semaines, il y a le planning poker au début, le daily meeting tous les jours et la rétrospective à la fin. On a quelque chose de très cadré. Donc finalement, on était avant de rendre très cadré pendant très longtemps. Là, ce qu'on a fait simplement, on ferait du très cadré, mais beaucoup plus court. Alors, on peut appliquer l'agile dans plein de domaines différents. On n'est pas obligé d'être programmeur de logiciels pour le faire. Un exemple frappant que j'ai entendu, c'est celui des ressources humaines. Plutôt que de définir des plans de carrière, pourquoi pas plutôt définir un plan d'acquisition de compétences? Finalement, ce serait une bonne idée. Donc, si vous voulez être agile dans votre domaine, vous pouvez être agile. Il y a une manière pour vous d'être agile dans votre contexte professionnel. Alors, info@coapta.ch, certes, mais documentez-vous, il y a beaucoup de choses sur Internet, appelez-nous, contactez-nous, on pourra vous aider, certainement. Si pas nous, quelqu'un qui connaît encore mieux l'agile que nous. Et puis, il est possible d'améliorer. Vous voyez que, finalement, ces quelques rituels qu'on a vus, ça coûte rien, pas grand-chose même. Vous le faites, vous améliorez, vous aménagez ces pratiques pour que ça marche pour vous, et vous améliorerez déjà considérablement la situation de vos équipes. Qu'est-ce que ça vous dit? Alors du coup, la semaine prochaine, on va voir en termes plus global d'organisation et de leadership, qu'est-ce que ça veut dire d'être agile. Je me réjouis du coup de vous voir la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.